Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue aux nouveaux, mais surtout à ceux qui sont des fidèles auditeurs, ça me fait très plaisir. Et voilà, donc avec Philippe, on va présenter la 19e édition de notre Observatoire des marchés d'énergie, et pour la première fois, c'est une édition mondiale, qui est mondiale, multirégionale, pour être tout à fait exact, c'est-à-dire qu'on va couvrir non seulement l'Europe, mais l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud-Est et l'Australie. Donc ça permet d'avoir une vision plus large du sujet et ça permet des comparaisons. Et Alexandra, qui est au fond de la salle, a beaucoup travaillé pour mettre tout cet observatoire ensemble, à la fois sur les données, enfin sur le fond, sur aussi la mise en œuvre. Et donc, ça nous permet de faire des comparaisons et ça permet aux lecteurs de comparer comment ça se passe sur le climat, sur la santé financière des utilities, etc., etc. Voilà, alors nous avons comme chaque année des partenaires. Nous avons 3 partenaires. Vasa ETT, comme chaque année, qui est un spécialiste, c'est une société qui est finlandaise, mais spécialisée dans le comportement client. I4CE, c'était l'ancienne Caisse des dépôts climat, CDC Climat. Et puis, cette année, pour la première fois, nous avons un cabinet d'avocats. On a changé de cabinet de juristes, Depardieu, Broca et Maffei, et surtout Christine Le Biangraf, qui est quelqu'un d'extrêmement dynamique et qui connaît très bien le secteur. Voilà. Alors, 2 mots sur Capgemini. Je vais aller très vite. Donc, Capgemini couvre un spectre assez important, à la fois partant du conseil, la technologie, la gestion des infrastructures, le BPO et d'autres services. On est aussi beaucoup axé sur tout ce qui est innovation, et vous allez voir que dans la présentation, on a toute une partie sur le customer experience, l'expérience client, la digitalisation, les questions de cybersécurité. Enfin, je vous laisse découvrir. Donc, c'est assez large. Et puis, on a une vision sectorielle, dont le secteur des utilities. Donc, Cap est une très grosse société aujourd'hui et je dirais qu'il fonctionne très bien. Bon, ça, c'est les chiffres, vous pouvez les trouver. Alors, voilà un peu ce qu'on va raconter ce soir. Donc, on va d'abord, la première partie, c'est sur l'aspect global. Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qui est vraiment global? Et puis après, qu'est-ce qui est plus européen ou américain? Aujourd'hui, on a montré la vision européenne. Et ce qui est global, ça a été quand même les évolutions technologiques qui ont bouleversé, je pense, et qui sont en train de bouleverser le marché de l'énergie. Donc, on va commencer par ces évolutions. Ensuite, autre sujet global, vous le savez bien, c'est le changement climatique. Et demain, à Paris, il y a une grande manifestation décidée par le président Emmanuel Macron sur le climat. Et puis après, on va plus rentrer du côté européen, les marchés de l'énergie, les clients et la transformation digitale, elle est globale. Et puis la situation financière et la transformation des grandes sociétés d'électricité et de gaz. Alors, commençons par une révolution technologique. Alors, je sais qu'en France, ce n'est pas politiquement correct, mais la technologie, elle n'est pas correcte ou incorrecte. Elle est ce qu'elle est. Bon, et sur les gaz et les pétroles de schiste, moi, je crois personnellement que c'était une révolution dans le domaine de l'énergie, une des fortes révolutions du domaine de l'énergie. C'est grâce à ces technologies qui associent le forage horizontal et puis le fracking, enfin le fait de fracturer les roches, c'est grâce à cette association qu'on était capable d'aller chercher des petites gouttes de pétrole dans des roches particulières. Et on l'a fait avec une technologie de plus en plus évoluée. Alors, on parle beaucoup de shale gas, mais en fait, ce qui est vraiment intéressant sur ce sujet, c'est le shale oil, c'est le gaz humide, comme disaient les Américains. Là, il y a quelques années, on aurait dit que le coût moyen de ces technologies était à $80 le baril. Après ça, vous savez que, voyant ce pétrole de schiste se développer, les États de l'OPEP et notamment l'Arabie Saoudite se sont inquiétés et ont voulu regagner des parts de marché en augmentant leur production. Ce qui a eu comme effet, bien sûr, de faire baisser les prix et ils espéraient tuer les pétroles de schiste comme ça.
Ça n'a pas tout à fait marché. Il y a quand même pas mal de sociétés qui ont dû déposer le bilan parce que ce n'est pas des très grands acteurs, c'est des acteurs de taille moyenne. Mais celles qui ont survécu ont réussi à baisser leurs coûts. Et aujourd'hui, pour un grand nombre de gisements américains, on est sur des coûts plutôt de $35 le baril. D'accord ? Et le baril est aujourd'hui à 60 à peu près. Et donc ça fait que on a changé de paradigme, comme on dit, ou d'équilibre sur les marchés pétroliers, parce que quand le prix monte, on produit plus de pétrole de schiste, du coup le prix baisse, etc. Et en fait, ces installations, elles sont des installations où il y a des coûts fixes qui sont souvent déjà engagés, et donc la partie coût variable est relativement plus faible. Donc aujourd'hui, la géostratégie autour du pétrole a changé. On est beaucoup moins inquiet de ce qui se passe au Moyen-Orient parce qu'on a cet approvisionnement de pétrole et de gaz de schiste. On reviendra sur le gaz tout à l'heure. Alors, le gaz, on y est. Donc, sur le gaz de schiste, on a commencé à avoir des exportations en Europe des premiers terminaux gaziers américains. C'était souvent des terminaux de regazéification qui ont été convertis en usines de liquéfaction de gaz et d'exportation de gaz. Le premier à exporter a été Sabine Pass. Il y avait, il y a quelques années, un grand débat aux États-Unis parce que les gros consommateurs de gaz étaient contre l'exportation de ce gaz, parce qu'ils pensaient que ça ferait augmenter le prix du gaz. Or, vous savez qu'il y a quand même pas mal d'industries qui se sont relocalisées aux États-Unis grâce au prix bas de l'énergie. Mais aujourd'hui, le département de l'énergie a tranché et a donné et va donner pas mal d'autorisations d'exportation. Alors ce gaz de schiste, qui est du gaz, hein, on dit gaz de schiste, mais c'est du gaz, en fait est arrivé en Europe et peut-être de manière surprenante, est arrivé aussi dans les pays d'Europe de l'Est, la Lituanie, la Pologne. Et ces pays-là sont prêts à payer quelques dollars de plus pour diminuer leur dépendance par rapport à la Russie. Donc on a vu ces cargaisons arriver dans ces pays-là, et bien sûr en Asie, bien sûr. Là, vous avez une courbe qui montre les différences de prix. Il n'y a pas de marché mondial de gaz. Hein. Le prix le plus bas étant le prix américain qui est ici. Hein. Le prix le plus élevé était le prix asiatique, notamment après l'accident de Fukushima. Le Japon s'est beaucoup reposé sur le gaz, hein, donc ça fait flamber les prix. Et puis après, vous avez les différents prix européens. Donc, il n'y a pas un prix du gaz, il y a différents prix du gaz parce que le gaz se transporte, le LNG, le GNL se transporte par bateau, mais la part la plus importante de l'approvisionnement en gaz passe par les gazoducs, et donc ça a un côté régional. Alors, ça c'est une des révolutions. Maintenant, les renouvelables, on en parle beaucoup. Là aussi, on va voir que la technologie a permis une baisse de coûts très significative. Alors, on va commencer par la technologie qui a baissé de coûts le plus vite, qui est le solaire photovoltaïque. Le solaire à concentration n'est pas vraiment arrivé à baisser ses coûts, hein, pour l'instant. Alors là, le solaire photovoltaïque, le coût a décru, vous voyez, de 2009 à 2016 de 85%, donc c'est extrêmement élevé. Alors on parle ici de LCOE, c'est le coût actualisé, le coût complet actualisé. C'est ce qui vous permet de comparer le coût des différentes énergies. Donc vous prenez tout, l'investissement, l'exploitation, éventuellement la fin de vie, et vous actualisez. Donc c'est vraiment le critère de comparaison des coûts. Donc aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez un coût des renouvelables, vous voyez, autour de $50 par mégawattheure, bien qu'il y ait des appels d'offres remportés à des prix nettement inférieurs. Hein. En Europe, on est plutôt autour de 60, et on pense que le coût de l'électricité va encore diminuer de l'ordre de 60% en 2025. Alors, qu'est-ce qui a été l'origine de cette baisse des coûts? D'abord, la baisse du prix des panneaux photovoltaïques. Alors ça, il y a eu un effet. Alors ça, c'est un côté un peu fragile de l'histoire, parce que la Chine,
qui a commencé à produire pour son propre compte, mais qui a créé une industrie qui était beaucoup trop abondante, beaucoup trop grande, exporte partout dans le monde et casse les prix. Et casse les prix, ce qui est un peu un danger, parce que le jour où elle aura, je dirais, tué tous les concurrents, je pense qu'elle fera remonter les prix. C'est presque prévisible. Bon, donc les coûts des panneaux a baissé, mais aussi la technologie s'est améliorée. Le rendement entre photons et électrons, qui est faible, c'est un rendement de l'ordre de 15%, augmente régulièrement, même sur les cellules de nature commerciale. Évidemment, quand on envoie, quand on utilise des cellules photovoltaïques pour envoyer dans l'espace, on a bien sûr des rendements bien plus élevés, mais ça coûte plus cher. Donc, alors, on arrive à des rendements de l'ordre de 46%. Le CEA est arrivé à montrer, enfin avec d'autres semi-conducteurs que le silicium, un rendement de 46%. Donc c'est énorme. Si vous doublez le rendement de 15 à 30, vous diminuez par 2 le coût des cellules d'une certaine manière. Et puis aussi le fait qu'il y ait une industrie, toute la partie installation autour des panneaux a un coût qui a diminué et qui va aussi continuer à diminuer. Voilà, donc ça c'est le solaire. Alors l'éolien terrestre et après l'hydraulique, l'énergie renouvelable la moins chère. Vous voyez que l'éolien terrestre est de l'ordre de $40 par mégawattheure en 2015 et son coût va continuer à diminuer de l'ordre de 25% d'ici 2025. Le problème de l'éolien onshore, surtout dans un pays comme la France, c'est que les gens n'en veulent pas à côté de chez eux. Et vous avez des associations locales qui sont vraiment en lutte contre l'éolien terrestre. D'où l'idée d'aller offshore, de faire de l'éolien maritime, avec l'avantage, bien sûr, que du côté opinion publique, il y a moins de problèmes. L'avantage aussi, c'est d'avoir des vents plus réguliers. Mais bien sûr, ça coûte beaucoup plus cher puisqu'il faut notamment tirer le câble, ce qui est bien pour Nexans, mais enfin bon. Tirer le câble et puis d'abord installer ces éoliennes, qui sont des monstres, qui sont très très grandes, et la maintenance qui est un point d'interrogation quand même. Voilà. Alors les coûts baissent aussi, et les coûts baissent par augmentation de la taille des turbines, par augmentation aussi de la taille des turbines, donc des mâts, et aussi parce qu'on connaît mieux le vent et on arrive mieux à installer ces turbines de manière à ce qu'elles ne coupent pas le vent les unes aux autres. Donc on a aussi du big data qui intervient pour optimiser, améliorer le rendement de ces installations. Voilà. Alors, juste une petite remarque. On a mis les capacités installées mondiales, vous voyez, 470 000 mégawatts. Ne comparons pas ça à donc 1 mégawatt ou 1 gigawatt éolien ou solaire n'est pas comparable du point de vue de l'électricité qu'il produit à 1 gigawatt d'une énergie programmable, que ce soit le nucléaire, que ce soit le gaz, etc. En gros, quand vous avez du solaire dans nos pays, il faut diviser par 4, l'éolien à peu près par 3. Donc, c'est des ordres de grandeur, mais attention, il faut comparer ce qui est comparable. Sur l'énergie produite, bien sûr. Non, là, je fais un raccourci, c'est l'énergie produite. Alors, maintenant, ces types de renouvelables, ce n'est pas vrai pour l'hydraulique, mais on ne peut pas stocker l'énergie, donc elles sont intermittentes. Donc il faut absolument, pour compenser cet aspect intermittent, développer du stockage. Alors aujourd'hui, on sait stocker l'électricité d'une certaine manière dans les barrages, avec les barrages, les steppes, les barrages à 2 étages, où vous turbinez l'électricité pendant que la nuit, typiquement quand l'électricité n'est pas chère, vous pompez la nuit et vous turbinez le jour. Maintenant en Europe, le nombre d'installations possibles de ces steppes est très limité. Il y en a encore quelques-unes qui se construisent, mais c'est limité. Donc on va vers d'autres formes de stockage. Et ce qui se développe, parce que c'est tiré par les voitures électriques, c'est le stockage par batterie. Donc on voit un marché du stockage par batterie. Alors ce n'est pas les mêmes batteries, mais enfin la physique de base, elle est un peu la même. Parce que les batteries de voiture, il faut qu'elles soient légères
il faut qu'elles soient rechargeables rapidement. Les batteries pour le réseau, ça n'a pas d'importance. Elles peuvent être lourdes, on peut les recharger en prenant son temps. Hein. Elles sont stationnaires, elles ne sont pas mobiles. Donc, mais malgré tout, c'est des technologies de base qui se ressemblent. Et là aussi, on voit des progrès. Vous voyez que les coûts ont décru de l'ordre de 80% en 6 ans et vont encore décroître d'ici 2020 et d'ici 2030. Des gens comme Elon Musk de Tesla disent que ça va beaucoup plus vite et qu'il est déjà à $190 par kilowattheure. Bon. Alors, les batteries, là aussi, vous avez différentes technologies. Celle qui est la plus développée aujourd'hui, c'est la technologie que vous avez dans vos téléphones portables, hein, le lithium-ion, avec des questions autour de ça sur le lithium. Le lithium est aujourd'hui un métal qui est exploité essentiellement en Chine. Hein, et donc, on peut se demander si on n'aura pas des problèmes d'approvisionnement. Ce n'est pas complètement évident qu'on ait des problèmes d'approvisionnement parce qu'en général, quand les prix montent, on retrouve d'autres ressources minières à exploiter. Mais il peut y avoir des tensions sur les prix par contre. Voilà, donc le stockage plus renouvelable intermittent, on commencera à avoir une solution durable dans l'avenir. Hein. Alors, un petit mot des voitures électriques, puisqu'on en a parlé. Alors, les véhicules électriques se développent essentiellement pour des questions liées à l'environnement et sont très poussés, en quelque sorte, leur développement est poussé par l'environnement local, notamment la circulation dans les villes. Vous savez bien qu'à Paris, maintenant, il y a une journée sans voiture. Bientôt, on ne pourra plus utiliser de diesel, etc., etc. Donc ça pousse quand même à l'investissement des particuliers dans les voitures électriques. Les deux problèmes, vous les connaissez, c'est qu'elles sont encore chères et l'autonomie des batteries est encore limitée. Malgré tout, ça progresse. Alors, il y a beaucoup d'annonces et la réalité est un tout petit peu différente. Aujourd'hui, vous avez 2 millions de voitures électriques sur les routes, ce qui est extrêmement faible par rapport aux centaines de millions de voitures qui sont sur les routes. Mais donc ça représente 1,4% du marché. Néanmoins, le taux de progression des voitures électriques est plus rapide que le taux de progression des autres voitures. Ce qui nous intéresse, c'est l'impact de ces voitures, de la recharge, sur le réseau. Vous savez très bien que si on fait une recharge lente, l'impact sur le réseau sera minime. En revanche, si tout le monde veut recharger sa voiture en 1 heure à l'heure du déjeuner, là vous allez avoir un impact important sur le réseau et donc une nécessité d'investissement significatif sur le réseau de distribution. Donc la manière dont on recharge sera un point crucial. Il y a de plus en plus des logiciels qui vous permettent de recharger de manière intelligente. Vous avez dans l'autre sens, votre voiture, vous l'utilisez peut-être 2 heures par jour, hein, donc l'énergie stockée dans votre batterie, vous pouvez aussi la renvoyer vers le réseau. Le réseau peut l'utiliser intelligemment. Il y a déjà des systèmes comme ça aux États-Unis sur la côte Est, PJM, qui est le RTE de la côte Est, qui rémunèrent cette capacité de batterie pour faire de la régulation de fréquence sur le réseau. Alors en France, ce n'est pas rémunéré parce qu'on a d'autres moyens de réguler la fréquence, mais on voit bien que l'interaction entre les voitures électriques, enfin les batteries des voitures électriques et le réseau est quelque chose qui va progresser. Il y a des associations qui commencent maintenant à rassembler les différents acteurs sur ce sujet. Voilà, alors la maison intelligente, c'est un concept ancien. Moi, je me rappelle quand je suis rentrée à EDF, ça fait il y a très longtemps, et mon patron de l'époque m'avait offert un livre qui était, je crois que ça s'appelait La maison intelligente, et il datait de 1905. Hein. Et c'était pas mal, hein, il y avait pas mal de choses, il y avait l'aspirateur, des choses. Donc je veux dire, c'est pas un sujet nouveau, la maison intelligente. Ça s'est heurté à pas mal de difficultés. Bon, on commence à voir aujourd'hui, je dirais, des grands acteurs qui se mettent dans la gestion de la maison, par exemple Google Home, ou d'autres, à travers Enedis et les compteurs Linky, qui peuvent avoir un potentiel éventuellement de gérer plus que simplement l'électricité et le flux d'électricité. Donc,
peut-être que ça va se développer. La maison intelligente ne sera pas seulement une maison intelligente du point de vue de l'énergie, mais ce sera probablement une maison intelligente sur d'autres points de vue, bien sûr tout ce qui est télécom, communication, médias, etc. Voilà. Mais ça avance, c'est un concept qui avance quand même pas très vite. Ce qui avance plus vite, c'est les bâtiments intelligents, au sens moi, je suis au conseil de Bouygues, dans mes nombreux conseils. Et Bouygues investit depuis longtemps dans les bâtiments durables, les bâtiments intelligents, parce que leur raisonnement est de dire on doit investir dans un patrimoine qui sera durable. Et si on ne met pas aujourd'hui toutes les innovations dans les bâtiments, dans quelques années, ce sera totalement démodé, ce sera totalement en dehors du marché, quoi. Donc les quartiers intelligents se développent. On a ici Grid, les villes intelligentes, on a Nice Grid aussi. Donc il y a beaucoup de projets de quartiers intelligents. Alors, maintenant, c'est intéressant de comparer les coûts des différents types d'énergie. Alors là, on revient à l'Europe. Juste un instant, j'ai oublié de dire ça. Vous voyez, quand il y a le petit globe là-haut, c'est on parle mondial. Et puis quand il y a le drapeau européen, on parle Europe. C'est juste pour se situer dans l'exposé. Alors, on voit, là c'est la comparaison des coûts, donc du LCOE, des coûts actualisés, des différents types d'énergie. Alors, on voit ici que le coût de l'électricité le moins cher en renouvelable dont on parle, c'est l'éolien terrestre. Vous voyez qu'il est entre 50 et 100 à peu près euros par mégawattheure. Et si vous regardez le nucléaire existant, en comparaison, le nucléaire existant est moins cher, mais on n'est pas quand même dans des ordres de grandeur très, très différents. Alors, il faut quand même faire attention, là aussi, à comparer ce qui est comparable. Quand vous comparez l'éolien, vous comparez une énergie intermittente avec le nucléaire qui est une énergie programmable. Or, vous savez bien que ces renouvelables impactent le réseau, la gestion du réseau, le réseau qui doit équilibrer à chaque instant production et consommation. Eh bien, évidemment, la consommation, elle est variable par définition. On ne consomme pas la même chose l'été et l'hiver, le jour et la nuit, etc. Mais aussi la production, avec les renouvelables, la production est intermittente. Donc, ça a un impact sur le réseau, sur plusieurs aspects du réseau. D'abord, il vous faut une capacité supplémentaire, une capacité dans le réseau pour compenser le fait que vous n'allez pas avoir de renouvelables. Et puis, ça a un deuxième impact sur la configuration du réseau lui-même. Juste pour donner un exemple, en Allemagne, quand ils ont arrêté les centrales nucléaires qui étaient au sud de l'Allemagne, dans les zones où il y avait l'automobile, donc des zones industrielles, pour les remplacer par des éoliennes en mer du Nord, donc dans le nord de l'Allemagne, il faut transporter l'électricité du nord vers le sud. Et ça, aujourd'hui, ils ont encore énormément de mal. Parce que les Allemands, comme tout le monde, ne veulent pas de lignes à haute tension aérienne. Donc, vous voyez que c'est juste que donner un exemple qu'il faut reconfigurer aussi le réseau. Alors, combien ça coûte en plus ? Ça peut coûter de 15 à 40%, ça dépend des réseaux. Mais si on prend une règle approximative de dire c'est 30%, ça veut dire qu'il faut ajouter, pour comparer, à ces coûts ici des renouvelables, que ce soit l'éolien ou le solaire ici, environ 30% pour comparer les coûts. Donc il faut faire attention. Les renouvelables ont d'autres caractéristiques que les énergies dont on a peut-être un peu plus habitude et il faut bien les prendre en compte dans les comparaisons. Alors je vais aller assez vite, c'est à peu près ce que je viens de raconter. Et ici sur la carte, vous voyez, c'est toutes les expériences de réseaux intelligents, que ce soit des démonstrateurs ou plus de la R&D. Vous voyez, beaucoup d'expériences de réseaux intelligents. Il faut mettre un X à réseau et puis dire que c'est des réseaux plus intelligents parce que les réseaux sont déjà intelligents. Sinon, on n'aurait pas d'électricité. Donc voilà, et il y a beaucoup d'expériences différentes et chaque réseau, il n'y a pas un réseau intelligent. Selon la configuration des réseaux, selon la part des renouvelables, vous avez différentes façons de rendre vos réseaux plus intelligents. Voilà, donc ça c'est sur la partie, je dirais, grand impact technologique dans la baisse des coûts de production d'électricité.
Un deuxième sujet qui va maintenant de plus en plus de pair avec l'énergie, c'est les questions de changement climatique. Et on attend donc demain une grande conférence à Paris sur ces sujets. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a 2 ans à Paris, exactement 2 ans, on avait la COP 21. La COP 21 a été un grand succès diplomatique, puisque presque tous les 197 pays, c'est-à-dire presque tous les pays du globe, ont signé la Convention de Paris, donc un accord, en s'engageant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. On dit CO2 par raccourci, mais on a un peu tort, parce que le méthane est aussi un gaz à effet de serre. Et donc à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de manière à ce que l'augmentation de la température de la planète n'excède pas en 2050 2 degrés. Et si possible, 1,5 degré. Donc ils ont soumis des contributions volontaires. Donc on est par rapport à Kyoto, qui était un processus top-down et qui a été un échec finalement, là on est sur un processus à l'inverse, bottom-up, et donc chaque pays est venu avec sa contribution volontaire. Quand on ajoute toutes ces contributions, on agrège toutes ces contributions, on arrive à une température de la planète qui augmente de 3 degrés. Donc déjà, elles ne sont pas suffisantes en tant que telles. Donc il y a tout un mécanisme pour demander aux pays des efforts supplémentaires. Alors, cette Convention de Paris a été ratifiée il y a 1 an à peu près, un peu plus d'un, oui, et plus qu'1 an en début 2016, et l'Amérique a ratifié cette Convention de Paris. C'était le président Obama qui l'a ratifié, mais Donald Trump était déjà élu. Donc lui, il a déclaré qu'il sortait de l'accord de Paris. Il l'a redit à plusieurs reprises. C'est pas si facile pour lui de sortir de l'accord de Paris. C'est des accords qui sont contraignants, donc ça prend du temps pour en sortir. Mais alors le bon côté, c'est que personne n'a dit « moi je fais pareil ». Donc ça, c'est déjà les autres pays plutôt fait corps contre cette prise de position. Le côté plus négatif, c'est que l'Amérique, dans les institutions internationales, est un financeur important des institutions internationales. Et notamment, dans l'accord de Paris, il y a un fonds vert, un fonds où les pays développés contribuent pour que les pays en développement puissent financer les adaptations nécessaires au changement climatique. Et ce fonds vert était financé notamment par les États-Unis. Voilà. Alors il y a eu la COP 23, la COP 23 qui à Berlin il y a 1 mois à peu près. Bon, je crois que ça n'a pas été une COP très importante, ça n'a pas dit grand-chose. Alors ce qui manque, et ce que tout le monde dit, entre autres, à part la volonté des États de réduire les émissions de CO2, ce qui est positif, c'est que les États sont fortement relayés par beaucoup d'institutions, que ce soit les banques par exemple, que ce soit les entreprises elles-mêmes, qui d'elles-mêmes prennent des décisions, si vous voulez, de réduire leurs émissions de CO2, et surtout, les décisions sont axées sur la réduction de l'utilisation du charbon. C'est ça vraiment qui a été le point focal. Alors, maintenant, il manque une incitation qui serait plus générale, qui serait un prix du carbone, c'est-à-dire le coût de droit à polluer, le coût du droit à polluer, qui serait significatif. Alors, on va voir ça dans 2 secondes. Alors, il y a beaucoup de régions, villes, pays qui ont mis en place des systèmes permettant d'arriver à des prix du carbone. Alors, en Europe, vous voyez en bleu, là, toute l'Europe, c'est le système qu'on appelle ETS, Emission Trading System, qui n'est pas une taxe sur la pollution, mais qui est un système d'échange. C'est-à-dire on vous alloue des droits d'émissions, vous en avez assez, très bien, vous en avez trop, vous les mettez sur le marché, ou si vous n'en avez pas assez, vous en rachetez. Alors c'est vertueux en soi. Le problème aujourd'hui, c'est que ce système fonctionne très mal. Et pourquoi il fonctionne très mal? Parce que l'Europe n'a pas anticipé la crise de 2008 et a continué à émettre beaucoup de droits d'émissions de CO2. Et n'arrive pas, parce que l'Europe c'est compliqué, c'est très administratif, n'arrive pas à les retirer assez vite du système. Donc vous avez une bulle de droits d'émission, et comme dans tout marché, quand vous avez un excédent
de la production, les prix baissent. Et les prix baissent et sont à des niveaux extrêmement faibles. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 7 € par tonne de carbone, alors qu'il faudrait, pour que ce soit significatif, des prix de l'ordre de 40, 50, 80. Donc aujourd'hui, on est extrêmement loin et ces prix n'ont pas de signification, n'ont pas d'effet sur des décisions d'investissement. Voilà, ça c'est l'Europe. Alors vous voyez ici, vous voyez que dans le monde, il y a d'autres tentatives au Canada, aussi en Californie. L'Australie a fait pas mal d'allers-retours sur ce sujet. Donc vous avez des systèmes qui sont plus locaux et qui fonctionnent un peu. La Chine a un certain nombre de marchés en place, régionaux. Enfin, en Chine, ça fait déjà pas mal de millions d'habitants quand on dit ça. La Chine s'est engagée là-dessus et veut accélérer ce mouvement de mise en place de marché du carbone. La Chine est confrontée, comme l'Inde d'ailleurs, à une énorme pollution. Quand vous allez dans ces pays-là, on ne voit plus de ciel bleu, ça n'existe plus, le ciel n'est que gris et plus ou moins gris. Donc il y a une énorme pollution locale qui a des effets sur la santé des populations non négligeables, je pense. Et donc ils sont quand même assez volontaires pour réduire notamment la consommation de charbon et les émissions qui vont avec. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de milestones ici, d'étapes sur les différentes négociations européennes. Il y en a une importante qui était en novembre dernier, qui a été sur justement ce marché de l'ETS européen, la réforme de ce marché. Alors, il y a une réforme qui a été votée par le Parlement en début d'année, et elle est en train de se mettre en œuvre. La réforme prend acte en quelque sorte qu'il y a trop de droits d'émission et donne à la Commission européenne un volume de droits d'émission qu'elle peut soit retirer du marché, soit mettre sur le marché pour réguler ce marché. Cette réforme n'a pas fait bouger les prix, donc ça veut dire qu'elle n'est pas suffisante, parce que les traders, ils sont capables de faire toutes les simulations qui vont bien. Alors, malgré tout, en novembre, ils se sont mis d'accord sur l'augmentation de cette réserve de stabilité, quelques annulations de droits d'émission, et puis chaque année, il y a un maximum de droits d'émission qu'on peut allouer, et bien c'est de le faire diminuer plus vite que ce qui est prévu aujourd'hui. Donc il y a des mesures qui sont prises, l'Europe est consciente de ce problème. Je doute un peu que ce soit suffisant. Enfin bon, c'est déjà un progrès. Alors, maintenant, on va se concentrer sur l'Europe. Donc, on dit que la transition énergétique en Europe continue, mais elle continue et elle est chaotique. Si on regarde un monde lointain, on se dit il y aura des renouvelables, il y aura du stockage, on ne pourra pas faire que du renouvelable, il ne faut pas oublier ça. Si vous voulez aujourd'hui remplacer une centrale nucléaire de 1000 MW, remplacer la production d'une centrale nucléaire de 1000 MW, il vous faut couvrir Paris intramuros de panneaux solaires. Alors, avec les rendements de panneaux, il faudra en faire un peu moins, etc. Mais ces énergies sont des énergies diffuses. Donc, on ne peut pas faire que du renouvelable. Je crois que ça, c'est un peu une illusion, en tout cas, sous nos climats à nous. Mais la part des renouvelables, elle va augmenter et le monde va en être extrêmement content. Bon, mais entre là où on est et là où on va être, la route n'est pas évidente. Le chemin n'est pas évident. Et c'est pour ça qu'on dit que la route est chaotique. Alors, vous vous souvenez qu'il y a le paquet énergie-climat qui donne des objectifs pour 2020 et ensuite, il y a eu de nouveaux objectifs qui ont été donnés pour l'Europe pour 2030. C'était les 3 x 20 en 2020, donc c'était, d'un point de vue communication, c'était très bien. Donc, le premier 20%, c'était la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Donc 20% en 2020. Alors, c'est un objectif qui va probablement être atteint. Vous voyez ici la courbe rouge, la courbe orange, c'est la courbe où on est aujourd'hui.
Et la courbe pointillée, c'est là où il faudrait être pour arriver au moins 20% ici en 2020 et les moins 40% en 2030, qui est l'objectif fixé par la Commission européenne. La Commission européenne a fixé 3 objectifs pour 2020 qui sont un peu incohérents, on va revenir dessus. Par contre, ça je pense que c'est cohérent, a fixé un objectif essentiel pour 2030 qui est une diminution de 40% des émissions de CO2 par rapport à la base de 1990. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on baisse et on devrait y arriver. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez qu'en 2015, ça remonte un peu. 2016 est flat et constant par rapport à 2015. Ça remonte un peu, c'est l'effet du fait qu'on a retrouvé en Europe une croissance économique. Donc, alors, pourquoi est-ce que les émissions de CO2 ont baissé ces dernières années ? C'est pas le prix du carbone, vous avez compris, ça n'a pas été un effet. Ça a été probablement deux choses. La première, la crise économique. La crise économique qui a fait que certain nombre d'industries se sont délocalisées, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il y a un excédent de droits d'émission, c'est que l'Europe avait donné à des usines qui ont fonctionné moins ou qui sont fermées, etc. Deuxième raison, il y a 3 raisons. Deuxième raison, le développement des renouvelables, on va revenir dessus. Troisième raison, c'est la maîtrise de l'énergie. On continue de faire des efforts, on va voir ça tout à l'heure, peut-être pas suffisant, mais quand même, sur la maîtrise de l'énergie. Donc, ça a fait diminuer les émissions de gaz à effet de serre. La seule question qu'on peut avoir, c'est avec la croissance retrouvée, est-ce que ça va être un effet suffisamment stable ? Alors, ensuite, les renouvelables, donc c'est 20% en 2020. Alors, les renouvelables se sont développés vite grâce à des subventions. Ce sont ce qu'on appelle les tarifs de rachat. Donc, tout le monde connaît ça, des tarifs auxquels on est obligé, l'électricien est obligé de racheter de l'électricité en provenance des renouvelables, tarifs de rachat élevés. Ce système vient à sa fin. Certains pays, comme l'Allemagne, qui ont vu que ça coûtait très cher, y ont mis fin il y a 1 an à peu près. L'Europe a aussi décidé d'y mettre fin. Donc, on va remplacer ce système de tarifs de rachat par des systèmes d'appel d'offres qui donneront aux renouvelables, aux installations renouvelables, un premium de prix par rapport au prix de marché. On va voir tout à l'heure que les prix de marché sont très déprimés et donc ça a un côté vertueux puisque quand le prix de marché va être bas, le producteur de renouvelables, il n'a pas forcément intérêt à produire à ce moment-là. Donc il y aura un effet de corde de rappel, si j'ose dire. Voilà. Alors ça a permis aux renouvelables de se développer. Vous voyez que ça, c'est les prévisions. Cette roue, c'est les prévisions. 2016, c'est le cercle intérieur. 2020 et 2025, le cercle extérieur. Et le code couleur, c'est le vent est en jaune, le solaire en rouge, l'hydraulique est en bleu, etc. Donc, vous voyez que effectivement, l'éolien se développe, le solaire se développe. L'hydraulique est constant, mais ça, c'est parce qu'on est limité par le nombre de sites. Et vous voyez que le fossile, les énergies fossiles diminuent, ainsi que le nucléaire aussi. Voilà, le nucléaire aussi, on va avoir encore des fermetures de centrales nucléaires en Allemagne, puisqu'ils n'en ont fermé que la moitié. Donc, on va arriver aux objectifs de 20% en 2020, c'est très probable. En troisième, 3 fois 20, donc troisième, c'est la maîtrise de l'énergie. Ça, c'est l'objectif qui est difficile à atteindre. Alors ici, on a 3 courbes. La courbe jaune, c'est si on n'avait rien fait. La courbe rouge, c'est là où on en est, toujours pareil. Et le pointillé, c'est là où on devrait être. Et vous voyez qu'ici, pour arriver au moins 20% en 2020, ce n'est pas complètement gagné d'avance, et notamment avec cette remontée en 2015. Ce qui est difficile ici, c'est la maîtrise de l'énergie, non pas dans l'industrie, où il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, et où l'Europe se positionne très bien. Le Japon est le pays qui a la meilleure maîtrise de l'énergie, mais la meilleure efficacité énergétique, mais je dirais que l'Europe, on se positionne bien, mais c'est surtout dans les logements, et les logements existants. Tous les pays, ministre Nicolas Hulot a annoncé un fonds de 4 milliards, je crois, 13 milliards. Pour la rénovation des logements existants.
Et au niveau européen, ils veulent aussi mettre en place un fonds pour la rénovation des logements existants. C'est compliqué. En France, on a beaucoup d'aides, mais à la française, c'est-à-dire qu'on a un millefeuille d'aides. Les gens sont quand même un peu perdus et également n'ont pas vraiment confiance dans les conseillers qui les entourent souvent. Et puis, les intérêts sont divisés entre le constructeur, le propriétaire et le locataire. Donc, c'est un sujet qui avance doucement. Les économies mondiales qu'on pourrait faire sur la consommation dans les logements existants sont égales à la consommation énergétique du secteur des transports. Donc les économies d'un côté et la consommation totale de l'autre. Donc c'est considérable ce qu'on peut faire. Voilà. Mais c'est un niveau assez granulaire et l'Europe a des difficultés pour intervenir. Et ça avance doucement. Voilà. Alors, maintenant, on peut regarder pays par pays l'objectif renouvelable. Hein. Vous voyez ici, vous voyez les pays en horizontal. 2005 en rouge, 2015, c'est là où on en est en jaune. Et puis le point vert au-dessus, jaune-vert, est là où on devrait être. Et vous voyez que, parce que les 20% ont été alloués dans les différents pays, et ils n'ont pas tous eu 20%, hein, c'est pas toujours pareil. Alors il y a des pays très en avance, notamment les pays nordiques sont très en avance. En revanche, la France est en retard, hein, on le voit ici. Vous voyez, on est là à peu près, peut-être un peu mieux, mais on doit arriver là. On n'est pas les seuls, si ça vous console. Nos voisins sont aussi, hein, à la fois les Pays-Bas, l'Angleterre, la Belgique, sont en retard par rapport aux objectifs. Donc quand vous lisez qu'effectivement la France est en retard par rapport à ses objectifs sur les renouvelables, c'est exact. Hein. C'est exact. Voilà. Alors, un mot du gaz. Je suis désolée pour les gaziers, mais on n'a pas beaucoup parlé du gaz dans la présentation. Il y a beaucoup plus de choses dans le rapport. C'est assez intéressant parce qu'on voit les prévisions de consommation de gaz par région du monde. Donc, le rouge, c'est 2015, le jaune, c'est la croissance d'ici 2025, et le bleu, c'est la croissance d'ici 2035. Et bien, vous voyez que l'Europe est la seule région du monde où il n'y a pas de croissance de la demande de gaz. Hein. Voilà, c'est ici, alors que dans tous les autres pays, il y a croissance. Donc, on a beaucoup dit le gaz, énergie de transition. Ben, c'est vrai, mais pas vraiment en Europe. La consommation de gaz est un peu squeezée entre le fait qu'en Europe, on a quand même du nucléaire et on a un développement de renouvelables. Voilà. Alors ça, c'est un sujet peut-être un peu géopolitique, puisque vous savez qu'il y a toutes les discussions au niveau du doublement du gazoduc venant de Russie sur l'Allemagne, Nord Stream 2. Donc. La Commission européenne est réticente parce qu'elle dit que ce n'est pas une diversification des approvisionnements. Aujourd'hui, on importe à peu près 30% de nos besoins de Russie. Et pour certains pays, comme les anciens pays de l'Empire soviétique, c'est 90%. Hein. Donc c'est pour ça d'ailleurs que la Lituanie, la Pologne, tout ça, sont friandes de gaz de schiste importé des États-Unis. Et donc aujourd'hui, est-ce que l'Europe a besoin d'un deuxième pipeline? Ce n'est pas complètement évident. Évidemment, ça ne passe pas par l'Ukraine. Donc en termes de sécurité d'approvisionnement, c'est probablement un progrès, vu les disputes entre la Russie et l'Ukraine. Enfin, c'est un sujet politique. Peut-être que les Nord Stream finira par avoir raison, mais ce n'est pas complètement évident. C'est un sujet qui est sur la table depuis quelques années déjà. Alors ici, on voit ce qui s'est construit et ce qui a été arrêté en Europe, à la fois en 2015, c'est le jaune et le rouge, et 2000, donc le rouge, c'est ce qui a été les installations fermées, et le jaune, c'est les nouvelles constructions. Et vous voyez la même chose en gris et noir pour 2016. Hein. Donc on voit en gros qu'on a continué, mais un peu moins vite en 2016, à arrêter des installations charbon et gaz, mais vous voyez qu'on en construit quand même de charbon. Intéressant, hein. Ça, c'est notamment vrai en Pologne et en Allemagne. Hein. Et puis, on voit un développement des renouvelables assez significatif. On a arrêté beaucoup d'installations de combustibles fossiles, y compris du gaz,
pour une raison qui est que les renouvelables ont un peu inondé les marchés de gros. Et pourquoi? C'est à cause de ce qu'on appelle le merit order, c'est l'ordre d'appel des centrales sur le réseau. Typiquement, le dispatcher va essayer de faire face à une certaine demande et il va essayer de le faire au coût minimum. Donc il appelle les moyens de production qui ont le coût le plus bas d'abord et puis on monte. Mais quand il regarde le coût, il ne regarde que le coût variable. Il dit ça y est, l'installation est faite, je ne m'intéresse pas à l'investissement, c'est du passé, je regarde le coût d'exploitation. Or, bien sûr, là, vous avez les renouvelables qui viennent en premier parce qu'elles ont un coût d'exploitation nul, hein, ou très faible en tout cas. Et du coup, ensuite, vous avez le nucléaire. Le nucléaire a un coût marginal relativement faible. Et puis après, vous avez le gaz et le charbon. Vous avez le charbon et le gaz, d'ailleurs, parce que le charbon est moins cher que le gaz. Et ça fait que les installations à combustible fossile ne sont pas appelées assez souvent pour être rentables. Donc, elles ferment. Mais le fait qu'elles ferment pose un problème de sécurité d'approvisionnement, puisque si un jour de grand froid en hiver, vous n'avez pas de vent, vous n'avez pas de soleil, qu'est-ce qu'on fait? D'où l'idée des marchés de capacité, qui sont des marchés non pas d'énergie, mais de capacité, au cas où. C'est comme si vous avez une voiture de secours dans votre garage dont vous n'avez pas besoin, sauf le jour où la vôtre est en panne. Donc c'est une capacité, vous avez une capacité de vous transporter avec votre deuxième voiture. Là, c'est une capacité de produire de l'énergie. Donc ces marchés de capacité se sont développés partout en Europe. Chaque pays a ses règles. Donc la Commission européenne est plutôt contre, mais elle a fini par accepter et notamment donner le feu vert il y a un an sur le marché de capacité français. Donc ces modèles, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a quelques grands modèles de marché de capacité. Comment soit on préserve des capacités existantes, soit on lance des appels d'offres pour de nouvelles capacités. Et il y a des prix qui sont établis. En France, l'année dernière, ça a été à 10 € par kilowatt. Voilà. Alors, on voit ici donc les prix de l'électricité qui sont bas, pour la raison que je vous dis, sur les marchés spot. Maintenant, les prix, on va le voir, sur les marchés de détail, eux, sont plutôt à la hausse, parce que cet investissement qu'on n'a pas payé sur les marchés de gros, il faut bien que quelqu'un le paye. Et ça, c'est vous et moi qui payons à travers des taxes, qu'on appelle la CSPE en France, EG-Umlage en Allemagne, etc. Et ces taxes supplémentaires font qu'aujourd'hui, les Allemands, qui ont plus de renouvelables que les Français, enfin plus de renouvelables solaires et éoliens que les Français, ils ont un prix de l'électricité 2 fois égal à le double du prix français. Et il y a une corrélation assez nette entre la part des renouvelables et l'augmentation du prix de l'électricité. Il y a 6-7 ans, ils étaient à 35% de plus que nous. Maintenant, ils sont à 100% de plus. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on arrête les tarifs de rachat, parce que ça coûte trop cher. Et les consommateurs particuliers se plaignent. Voilà. Alors, maintenant, les prix donc, sont bas. Vous voyez l'évolution des prix. Vous voyez les pics d'hiver. L'hiver dernier, il a fait froid. L'hiver dernier, les centrales nucléaires n'étaient pas, en France, leur disponibilité n'était pas très bonne, notamment liée aux demandes de l'autorité de sûreté, liées aux problèmes de défaut métallurgique du Creusot. Et donc, ça a fait flamber les prix ici. Les prix forward, on est sur un prix forward plus élevé, à 42 € par mégawattheure, alors que la moyenne ici, vous voyez, on est plutôt à 35. Donc, les prix sont vus plutôt à la hausse en prix forward. C'est lié notamment au fait que le prix du charbon a augmenté, et que le prix du charbon est un prix directeur, puisque l'Europe est très bien interconnectée, et le charbon est la centrale marginale en Allemagne, c'est une centrale charbon. Donc ça impacte le prix de gros européen. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les finances des utilities. Alors, devant toutes ces difficultés, l'Europe en est consciente et a concocté un document de 5000 pages qui s'appelle le Winter Package. Enfin, ça a un autre nom, c'est Clean Energy for All Europeans. Donc, qui va probablement être adopté en fin d'année, début d'année prochaine, pour mise en œuvre en 2020 et 2021. Alors, on a fait l'exploit de résumer les 5000 pages en une slide, vous remarquerez quand même.
Alors, si on a pu réussir à faire ça, c'est que il y a quand même pas grand-chose dans ce... Enfin, oui, c'est mon avis, hein, vous pouvez avoir d'autres avis. Voilà, alors... L'Europe est parfaitement, quand vous discutez avec des gens de la Commission, des responsables de la Commission, ils sont très très au courant, ils sont bien au courant de ce qui se passe. Le problème, c'est leur capacité d'agir. C'est pas facile d'agir à 28 ou 27. Voilà. Alors, le premier objectif, c'est avoir des consommateurs d'énergie contents. C'était déjà l'objectif il y a 20 ans, hein, parce que le premier package de dérégulation date d'il y a 21 ans. Hein. Donc on voit bien que le prix de l'électricité pour les consommateurs finaux, hein, comme nous, il n'a pas diminué, il a augmenté. Donc est-ce qu'on a fait un fair deal pour ces consommateurs? C'est pas sûr du tout, hein, pas du tout. Alors ce que veut la Commission, c'est que les consommateurs participent plus au marché en étant des consommateurs, et donc que les utilities proposent des tarifs qui soient des tarifs plus horaires ou avec des plages de tarifs beaucoup plus variables, si vous voulez, selon les coûts sur les coûts et les prix de marché de gros, pour que les consommateurs, au fond, bénéficient des moments où l'électricité est très peu chère sur les marchés, notamment quand il y a beaucoup de renouvelables. Voilà, donc ça c'est bon, c'est bien. Ensuite, il y a aussi toutes les offres d'écrêtement des pointes avec les idées d'agrégation entre différents consommateurs pour arriver à, au fond, effacer de la production quand on est en pointe, en difficulté. Deuxième sujet, c'est de renforcer la gouvernance. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Troisième, c'est l'intégration des renouvelables. Ils se rendent bien compte que ce n'est pas évident. Alors, donc, c'est d'arrêter les subventions. Donc, j'ai déjà expliqué qu'on arrête les tarifs de rachat et de faire des appels d'offres. Alors, il y a un point qui est controversé, c'est qu'ils veulent faire que les pays fassent des appels d'offres neutres technologiquement. C'est-à-dire qu'on ne ferait pas un appel d'offres pour une installation éolienne ou une installation solaire, on ferait un appel d'offres pour une capacité et que le meilleur gagne. Alors, les pays sont assez réticents. Et pour être très honnête, on ne voit quand même pas très bien comment ça peut se passer. Hein. Il faut quand même définir la technologie qu'on veut voir installée. Hein. Ensuite, d'augmenter l'efficacité énergétique, donc le fonds de 10 milliards pour la rénovation des bâtiments existants, développer les véhicules électriques. Voilà, ça c'est les grandes idées. Alors, nous, ce qu'on propose, enfin les idées qu'on a, c'est d'abord sur le marché spot de l'électricité, le marché de gros d'électricité, changer les règles. Au lieu d'avoir une règle comme le merit order qui ignore l'investissement, d'avoir une règle où on parle du coût total et non pas du coût marginal de l'électricité. Voilà. Ça rétablirait les choses. Je pense que ça rétablirait les différentes énergies dans l'ordre de leur vrai coût, en quelque sorte. Ensuite, sur la partie du marché du carbone, l'idée serait de faire un peu comme les Britanniques, c'est-à-dire d'avoir un plancher du prix du carbone et un plafond peut-être. Les Britanniques, il y a quelques années, ont institué un plancher à 16 livres par tonne, donc beaucoup plus que 7 euros par tonne, hein, et qui est le prix plancher. Donc de faire quelque chose qui soit un corridor, on avait ça dans le temps sur les monnaies, un corridor où le prix du carbone évoluerait. Voilà. Ensuite, aussi, bon, c'est peut-être un peu du détail, c'est que, enfin c'est pas du détail, mais quand on va avoir beaucoup d'autoconsommateurs, l'autoconsommation commence à se développer. L'autoconsommateur, aujourd'hui, quand vous payez le coût il y a des spécialistes d'Enedis ici, quand vous payez le coût du réseau, vous payez une part fixe et puis une part variable selon ce que vous consommez. L'autoconsommateur, lui, s'il continue à payer une part fixe mais qui utilise peu le réseau, on se dit que ce n'est pas tout à fait correct. Donc, réfléchir de nouveau à la proportion part fixe, part variable sur le tarif du réseau. Voilà. Je rentre pas. Il y a d'autres choses, mais je ne rentre pas dans le détail. Dans l'éditorial que j'ai écrit, j'ai essayé de l'analyser un peu plus en détail. Dernier point, le Brexit. Alors, vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu un premier accord sur le Brexit entre
Theresa May et la Commission européenne. J'ai demandé aux spécialistes un peu du Brexit. On est plutôt dans un Brexit plutôt soft, hein, bien que ils sont à peu près d'accord déjà sur le chèque que l'Angleterre doit faire, hein, donc la Grande-Bretagne doit faire. Donc on n'est pas dans du hard Brexit. Alors l'impact que ça a, alors ça a un énorme impact, hein. Toutes les lois communautaires qui s'appliquent en Grande-Bretagne devront être réécrites, puisque les lois communautaires ne s'appliqueront plus. Donc il y a un travail législatif absolument énorme. Alors, sur ce qui nous intéresse, le Royaume-Uni va se retirer de divers mécanismes régulatoires qui nous concernent. Alors, par exemple, est-ce qu'ils vont continuer à participer au marché de l'ETS? Ce n'est pas évident. Ils ont décidé. Euratom, vous savez, c'est l'Europe qui, pour le compte de l'Agence internationale de Vienne, a des inspecteurs dans les installations nucléaires pour être sûr qu'il n'y a pas de diversion de matière nucléaire. Donc, ce sont les inspecteurs d'Euratom, au titre de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire. Donc là, les Anglais ont dit qu'ils auraient maintenant leurs propres inspecteurs. Donc ça a été décidé, ils ne vont plus faire appel à Euratom. Le REMIT, c'est la surveillance des marchés, c'est les mécanismes de surveillance de marché. Et deuxième question qui se pose, c'est est-ce que vous savez, il y a pas mal d'interconnexions qui sont prévues entre la Grande-Bretagne et le continent. Il y avait IFA 2000 entre la France et la Grande-Bretagne, ça c'est historique. Il y a une deuxième liaison qui est prévue sous-marine, il y a une liaison dans le tunnel, dans Eurotunnel, dans le tunnel sous la Manche, etc. Alors est-ce que ces différentes liaisons qui comptent sur un financement européen, le financement de Juncker, est-ce qu'elles auront ce financement? C'est pas complètement évident, c'est pas tranché, je crois que c'est pas tranché encore. Donc ça peut aussi avoir un impact sur le niveau d'interconnexion entre la Grande-Bretagne et le continent. Ben voilà, rapidement. Alors, les comparaisons, alors dans le document, vous verrez, on essaye de faire des comparaisons. Alors là, on a parlé de l'Europe sur les différentes régions. Juste, on a déjà dit beaucoup de choses sur ce qui se passe aux États-Unis sur le CO2. Les investissements dans les énergies renouvelables, Donald Trump n'a pas arrêté, parce qu'il y a pas mal de subventions aux États-Unis aussi pour les renouvelables. Bon, ça n'a pas été stoppé, ça n'a pas été arrêté. Et puis, par contre, il veut mettre des tarifs douaniers importants sur les panneaux solaires chinois. Bon, ça fera monter le prix du solaire photovoltaïque. Et puis, on voit en général que, vous voyez, que si on essaye de comparer les coûts des énergies renouvelables en Europe et aux États-Unis, on voit en général plutôt des coûts un peu plus bas aux États-Unis. Le solaire, en moyenne, ils ont quand même des déserts très ensoleillés, hein, des régions très ensoleillées aux États-Unis. Sur l'éolien, plus difficile à analyser. Moi, je pense aussi que c'est un pays où il y a plus de place. Il y a moins probablement de querelles locales contre des installations éoliennes. En France, on est assez champion de ça. Donc, c'est peut-être pour ça que les coûts sont moins élevés. Voilà, je ne vais pas tout commenter. Donc, Philippe va prendre la partie... une partie de partie. Merci et bonsoir à tous. Donc on a étudié aussi la transformation digitale des utilities. La priorité a été donnée d'abord à l'expérience client. Clairement, tout le monde a développé son système sur smartphone, ses pages web. Excusez-moi, une expérience client plus digitale qui engage les consommateurs et qui soit personnalisée. On n'est pas encore au niveau des grands retailers du marché, clairement. Faut-il aller jusque-là? Je ne sais pas. Hein, faut-il avoir des systèmes aussi développés que Amazon, Uber? Merci Colette. C'est pas certain. Et puis il faut intégrer des nouvelles technologies comme l'automatisation des process, comme l'intelligence artificielle. Alors, les priorités aujourd'hui, elles sont plus sur la digitalisation des opérations. Il y a beaucoup de choses qui ont été démarrées et il se trouve que les utilities n'ont pas forcément toutes choisi les mêmes sujets. Et donc, il y en a qui font des leviers importants sur la digitalisation pour dégager de la valeur, réduire les coûts, et d'autres qui ont des initiatives qui sont un peu moins productives. Donc, pour ça, on a fait un framework, bon, vous ne pouvez pas le lire ici, évidemment, un framework qui
tout au long du cycle de vie d'un asset, qu'il soit de production centralisée, décentralisée ou que ce soit un réseau, donne de l'ingénierie jusqu'au décommissionnement, en passant par les opérations, un certain nombre de sujets, et on a été capable d'identifier ceux qui étaient les plus importants. Et il y a beaucoup de utilities aujourd'hui qui se réfèrent à ce framework pour choisir et remettre en cause éventuellement leurs priorités. Deuxième priorité du moment, c'est d'améliorer les revenus avec des marges, si possible, plus importantes que celles de la vente de commodités. Donc, c'est les nouveaux business models. Et l'innovation est devenue un must en écosystème, et on y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, les freins. Alors, d'abord, comment il faut accélérer cette digitalisation, mais il y a des freins. Alors, on a essayé de résumer les différents freins. D'abord, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de régulations et que les régulations ne sont pas toujours très favorables. Il y a des régulations. Il y a une régulation Nice qui est une régulation sur la cybersécurité qui est déjà en application. Il y a une régulation qui vient en application l'année prochaine, le GDPR en anglais, c'est la gestion des données personnelles et notamment des données clients. Et ça, c'est une régulation qui va pousser les utilities à regarder leur système et à mettre en place un certain nombre de process et aussi de surveillance de l'utilisation, de la gestion de ces données clients. Et c'est sûr que ça va coûter de l'argent, mais il faut absolument le faire parce que la pénalité peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Donc, on a quand même intérêt. C'est pire que la France a la CNIL déjà. Mais malgré tout, je crois que cette nouvelle législation et cette nouvelle régulation est beaucoup plus exigeante que la CNIL, que la régulation CNIL. Alors, maintenant, quels sont les freins? Les freins sont des freins d'ordre... Attends, juste une seconde. Voilà. Les freins sont des freins donc régulatoires, je l'ai dit, mais aussi en termes de personnes. D'abord, un manque peut-être de data scientists, et puis aussi, je crois, une résistance au changement. Les gens ont peur que cette numérisation leur fasse perdre leur emploi. Et c'est sûr qu'il y a des emplois qui vont disparaître. Ça, c'est certain. Par exemple, les centres d'appel, etc. Donc, il faut que les entreprises, elles commencent déjà à préparer les esprits, à reconvertir les personnes, dans la mesure où on pourra reconvertir tout le monde, ce qui n'est pas non plus, honnêtement, complètement évident. Donc, il y a un frein à ce changement qui est la peur, finalement, de voir modifier son emploi ou de perdre son emploi. Alors, il y a un autre frein qui est la cybersécurité. Il y a eu pas mal de cyberattaques ces derniers mois qui ont quand même fait perdre beaucoup d'argent à certaines entreprises. Donc il faut absolument que ces entreprises se prémunissent contre cela. Les motivations des attaquants, c'est ou de l'argent, ou de l'espionnage industriel, ou simplement pour détruire des données chez leurs concurrents, ou juste voilà, pour faire une attaque. Et donc il faut absolument que les entreprises commencent à regarder comment sauvegarder leurs données, comment être résilients en cas d'attaque, comment isoler certains systèmes par rapport à d'autres, notamment les systèmes opérationnels par rapport au système de gestion. Les systèmes de gestion, il y a beaucoup plus de gens qui utilisent les systèmes de gestion. Donc voilà. Et toutes les entreprises commencent à y travailler. En France, on a la chance d'avoir l'ANSSI, qui est, je crois, une institution extrêmement compétente. Mais moi, je vois ça dans mes conseils d'administration. C'est un sujet qui n'est pas encore complètement digéré par les entreprises et qui ne le sera jamais, parce qu'on verra toujours des nouveaux types d'attaques en termes de cyber. Voilà. Alors, on va continuer par le volet consommateur. Alors,
Clairement, la première chose, c'est les prix. Les prix des commodités, on a vu que les marchés de gros en 2016 ont été plutôt bas en dehors de l'hiver 2016-2017. Ça a conduit sur l'électricité pour les entreprises à une baisse de 8% et pour le gaz à une baisse de 16% en moyenne en Europe. Ce qui est beaucoup sur le prix de la commodité, moins sur les clients résidentiels, moins 2,3% pour l'électricité et moins 10% pour le gaz, mais c'est quand même pas mal. Alors les prix spot et les forwards sont en train de remonter un petit peu, donc on ne devrait pas assister à une continuation de cette baisse. Alors, les marchés, compte tenu du fait que il y a de plus en plus d'entrants, d'une part, compte tenu du fait que les prix des commodités sur les marchés étaient bas, les marchés de gros, donc ça a donné l'opportunité à certains acteurs, et notamment aux entrants, de se positionner. Les marchés sont restés assez volatiles et il y a eu une augmentation à peu près de 3% du taux de switch, c'est-à-dire du passage d'un client à un autre fournisseur, avec des marchés toujours très élevés, en Flandre, en Belgique notamment, et là il y a eu un arrêt de subvention qui était donné sur les tarifs résidentiels qui a provoqué une compétition plus importante en Norvège, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, et en France on a vu l'intensité du switch, 10% sur le gaz à peu près, et entre 6 et 7% sur l'électricité. Ça monte tous les jours, quand on voit arriver des Total Spring à moins 10%, quand on voit arriver des casinos Cdiscount à moins 15%, évidemment, les clients sont sensibles à ça. On a fait une petite étude dans le cadre de l'Observatoire et on a regardé quelles étaient les attentes des clients, l'appétit des clients. La première chose, c'est que les clients veulent de plus en plus d'énergie verte. C'est pas vraiment une surprise. Ils sont prêts à payer un petit surplus, mais pas plus de 4-5% pour avoir de l'énergie verte. Les clients se regroupent et dans certains pays, quand vous avez des drapeaux, c'est que c'est particulièrement vrai dans les pays correspondants. Ils se regroupent pour acheter, ou ils se regroupent pour échanger. Je produis, je suis un fermier, je produis et je vends sur une place de marché à des clients qui viennent acheter cette énergie. On voit que la compétition s'est intensifiée. J'ai cité quelques acteurs nouveaux, mais ils vont être encore plus nombreux sur le marché français. C'est pareil sur d'autres marchés, le marché britannique, les autres marchés. On voit que les clients sont de plus en plus sensibles, c'est le phénomène aussi des communautés, à de l'énergie locale. Je veux non seulement de l'énergie verte, mais je veux l'énergie qui est produite par le fermier qui est en face de chez moi, qui a un méthaniseur ou qui a des panneaux photovoltaïques. C'est celle-là que je veux. Alors évidemment, on sait que c'est un peu plus compliqué que ça, mais en même temps, sur le marché, c'est ça qu'on achète. Les sites de comparaison de prix sont de plus en plus importants, deviennent de temps en temps, dans certains marchés, Pays-Bas, Angleterre, des sites de désintermédiation, c'est-à-dire que ça devient quasiment des fournisseurs qui garantissent le meilleur tarif au meilleur moment. Et les clients sont de plus en plus avertis, évidemment, et se réfèrent à ces sites. Et puis on voit donc, comme on le disait, des acteurs nouveaux qui arrivent sur le marché, qui bénéficient, quand il y a du switch, c'est en général au bénéfice des acteurs entrants sur les marchés, qui en général viennent avec une énergie. Alors il y a des marchés où il est obligatoire d'avoir les deux. Aux Pays-Bas, on ne peut pas ne venir qu'avec une seule énergie. Et des offres qui sont plus simples pour démarrer et plus agressives, évidemment. Alors, c'est ce qu'on voit. Les prix de l'électricité sont moins chers en Amérique du Nord qu'en Europe, clairement. En revanche, en Australie ou en Sud-Est asiatique, ils sont un petit peu plus élevés. Et les marchés ont des niveaux de dérégulation, c'est ce que dit ce slide, qui est extrêmement variable. On sait qu'il y a pas mal d'États américains qui ne sont pas dérégulés du tout. Le Sud-Est asiatique commence, ou l'Asie commence à se déréguler, mais ce n'est pas encore là. Et en Australie, en revanche, les marchés sont déjà assez dérégulés. Alors je vais passer maintenant à la partie financière des utilities. Alors le mot-clé, c'est baisse. Baisse des revenus, baisse de la marge, baisse de la dette, ce qui est une bonne nouvelle, baisse des dividendes,
et puis baisse des actions sur les marchés. Mais en même temps, on voit des signaux positifs, c'est-à-dire que cette baisse se ralentit, et dès lors qu'il y a une tension sur les marchés, au premier semestre 2017, on n'a pas encore tous les résultats, mais ceux qui sont publiés sont meilleurs, parce que le prix des marchés de gros était plus important. Alors la baisse, elle a été significative. Ce schéma montre, on suit une douzaine d'acteurs dans chaque région, et on suit les mêmes depuis plusieurs années. On a vu un revenu qui s'est érodé de 3% en moyenne par an, de 2010 à 2016, ça fait beaucoup, 3% en moyenne par an de 2010 à 2016. Alors c'est lié à plusieurs effets, c'est lié évidemment aux surcapacités sur les marchés qui ont fait baisser les prix des commodités, c'est lié à l'efficacité énergétique, ça a été lié à la crise économique pendant un certain temps, et en 2016 c'est plus moins 5% que moins 3%, donc il y a une petite accélération de cette baisse. Et vous le voyez acteur par acteur. Alors, les marges maintenant, là vous avez de 2012 à 2016 l'évolution des marges. On voit un regroupement. Les acteurs qui étaient les plus profitables, les trois acteurs du haut qui sont Chaise, le tchèque Fortum et Vattenfall, voient leur marge s'éroder. Les Allemands, dont vous savez, E.ON, RWE, qu'ils ont eu un certain nombre de difficultés économiques liées à l'abondance, à la surabondance des renouvelables, les Allemands voient leur marge commencer à s'améliorer. Et puis on a un peloton du milieu qui se tient plutôt bien, avec, vous voyez, des tendances à une légère augmentation de la marge, mais en moyenne quand même elle a un petit peu baissé. Les Allemands ont aussi une bonne nouvelle, c'est que la taxe sur le nucléaire a été déclarée illégale, et donc ça a fait enlever un poids et une charge dans tous ces pays. Alors ce qu'il faut qu'on remarque aussi, c'est que les acteurs parmi les plus performants en termes de marge en Europe sont juste dans le bas du panier en Amérique du Nord. Les acteurs sont beaucoup plus profitables en Amérique du Nord qu'en Europe, pour plein de raisons. Voilà pour la rentabilité. La dette. Alors la dette a baissé en valeur absolue, mais comme l'EBITDA, la marge a baissé aussi, l'effet de le leverage ratio, dette sur EBITDA, lui, a continué à augmenter légèrement, mais est en train de se stabiliser entre 2,7 et 3 fois. C'est aussi lié à tous les chantiers qu'ont lancé les utilities pour faire baisser leur dette, notamment arrêter ou vendre un certain nombre d'actifs qui n'étaient plus profitables, choisir leurs axes d'investissement. Et donc clairement, on voit un chemin qui est quand même plutôt positif. On est plutôt positif, même si les chiffres de l'année 2016 qu'on analyse ici et du premier semestre 2017 ne le montrent pas. Et puis par ailleurs, les plans de transformation de tous les acteurs qui se réinventent commencent à porter leurs fruits aussi. Voilà pour les finances, la transformation, et ça va être le dernier chapitre de ce long exposé, la transformation des utilities. Alors on voit une transformation qui est quand même centrée sur l'aval, c'est-à-dire toutes les offres réseaux, renouvelables, vente et services énergétiques, avec 4 axes sur lesquels les acteurs ont créé, Enel a créé e-Solutions, d'autres acteurs ont choisi de se focaliser sur ces axes. Les axes principaux, donc le Smart Home, Colette en parlait tout à l'heure, Smart Building qui est vraiment le sujet du moment sur lequel tout le monde travaille, parce qu'il y a des vrais gisements de productivité côté client et donc des vrais gisements d'amélioration de marge et de revenus complémentaires, voire le Smart Factory, aider les clients à mieux manager leur énergie dans une installation industrielle. Tout ce qui va être autour de la mobilité, donc la mobilité pour les véhicules électriques, mais aussi pour le transport électrique plus largement, avec des modèles qui sont un petit peu nouveaux, qui sont souvent basés sur des offres digitales et qui favorisent la transition énergétique. Et enfin, tout ce qui va être Smart City, Smart Community, sachant que les utilities y trouvent plus ou moins leur place. Elles la cherchent encore un peu. Sur l'énergie, à l'évidence. Sur l'innovation, la gestion des données, pas encore. Ce sont les Smart Cities des collectivités ou des communautés sur lesquelles la gestion de la donnée devient extrêmement importante, et les acteurs qui se positionnent là-dessus peuvent être extrêmement variables, mais ne sont pas forcément des
utilities. Voilà, c'est les 4 axes sur lesquels les acteurs du secteur font des efforts pour inventer des nouveaux modèles, qu'ils soient d'opération ou d'affaires, et les proposer au marché, souvent en écosystème. Quelles sont les technologies? Alors on retrouve sur l'axe des ordonnées ces 4 grands chantiers. Les technologies qu'on a étudiées, alors quand vous avez des barres bleues plutôt foncées, c'est qu'on a déjà fait une part du levier sur ces technologies, qui va être l'autoconsommation, le stockage, les places de marché, la blockchain pour l'énergie. On se pose encore tous des questions sur la blockchain. Il y a des expérimentations, certaines sont prometteuses, mais jusqu'où ira-t-on? Alors la blockchain sous différentes formes, ça peut être une monnaie virtuelle sous forme pour gérer les échanges solaires, par exemple le SolarCoin ou autre, mais on n'a pas encore fait la démonstration, en dehors de quelques expérimentations, que c'est une solution qui sera importante pour le secteur à terme. Ça continue à être à suivre. Je ne retenez pas de mes propos une vision définitive, c'est plutôt une observation. Le smart charging pour les véhicules électriques, les plateformes de management des buildings ou des factories, et on voit que certaines technologies sont plus prometteuses que d'autres, et on voit aussi se concentrer les différents efforts de recherche, d'expérimentation et de passage à l'échelle, parce que c'est bien le sujet, le passage à l'échelle autour de ces nouvelles technologies pour des nouveaux modèles. Alors tout ça, ça se fait non pas seul. On avait l'habitude, quand on était une grande entreprise d'électricité ou de gaz, d'avoir son centre de recherche et développement, d'avoir son temps, puisqu'on poussait soi-même des offres sur le marché. C'était pas le marché qui était en attente des offres. Et donc aujourd'hui, on voit que on a des acteurs extrêmement variés. Alors je parle pas seulement en termes de fourniture, de voir arriver des pétroliers, de voir arriver des grands distributeurs. Je parle en termes vraiment de toute la chaîne de valeur. Donc on voit les utilities. Alors ici, sur ce schéma, il faut le lire avec une intensité de couleur. Plus l'intensité de couleur est importante, plus les acteurs correspondants font des efforts pour participer au développement de ces leviers technologiques. Donc on voit les utilities, on voit les opérateurs de services énergétiques, on voit les équipementiers qui proposent en plus de leurs équipements des offres digitales. Pour tout ce qui va être évidemment stockage, consommation, etc., les fabricants de véhicules et donc de batteries, les players, les GAFAM ou GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et M pour Microsoft, qui viennent avec des offres technologiques, tout ce qui va être les grands retailers, les opérateurs telco, les constructeurs de bâtiments, parce qu'évidemment, comme le disait Colette tout à l'heure, aujourd'hui on fait un bâtiment, on essaye d'en faire en sorte qu'il soit pilotable, qu'il soit efficace énergétiquement, et demain on sera, c'est le cas aux États-Unis, il y a des grands constructeurs qui deviennent des opérateurs de services énergétiques dans les bâtiments qu'ils ont construits et qu'ils proposent à leurs clients dans des modèles as a service. Tout ce qui va être solaire plus stockage, là où on voit beaucoup d'acteurs, et puis beaucoup d'acteurs de niche qui viennent avec solutions intéressantes. Le message clé derrière, c'est, je vais vous donner un exemple ou deux, le message clé, c'est vraiment une question d'écosystème, et les utilities ont tout pour prendre le leadership de ces écosystèmes, évidemment, mais il finit le temps où on faisait tout seul et on proposait tout au marché. L'exemple type, c'est la recharge intelligente de véhicules électriques, où aujourd'hui vous avez par exemple Eneco aux Pays-Bas qui s'est associé à une start-up qui s'appelle Jetlix, qui fait de la recharge intelligente, et un partenariat avec Renault-Nissan s'est proposé en standard dans les voitures. Et voilà. Et Enel a son propre modèle aussi, avec des constructeurs de véhicules et avec une start-up sur ce sujet-là. Et c'est comme ça qu'on propose au marché une offre et qu'on a le plus de chances d'accélérer l'appropriation de cette offre par les clients. Parce que là, le vrai sujet, c'est de trouver des offres sur lesquelles les clients acceptent la valeur qui est proposée par l'offre, c'est-à-dire acceptent de la payer. On sait tous que on a du mal à payer pour ce dont on a besoin, typiquement l'information sur la consommation. On n'accepte pas de payer en plus de l'achat, de la commodité, une information sur la consommation, mais qu'on adore payer pour des choses dont on a envie. L'exemple typique, c'est le smartphone de haute catégorie, Apple. On se rue tous et on achète des choses alors qu'on pourrait avoir des offres beaucoup moins chères qui rendraient un service probablement très proche. Donc c'est bien
le paradigme sur lequel nos clients doivent travailler. Voilà, alors je vais résumer très rapidement et puis on passera aux questions. Donc, sur chacun des grands chapitres, donc le développement des renouvelables. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Ici, on voit les développements des renouvelables qui progressent et des prix qui baissent, y compris le prix des batteries. Néanmoins, on a un marché de l'électricité qui est très chaotique et qu'il faut probablement réformer. Nous avons fait un certain nombre de recommandations sur la réforme du merit order, le prix du carbone, avoir un prix du carbone prédictible et plus élevé, et éventuellement une réflexion sur les tarifs de réseau pour prendre en compte les autoconsommateurs, le développement des autoconsommateurs. Ensuite, côté client, donc Philippe a résumé, en fait, on a des prix qui ont un peu baissé en 2016. Néanmoins, à cause des taxes liées au développement du renouvelable, les prix sont relativement élevés, plus élevés qu'aux États-Unis par exemple. On voit de la concurrence sur les réseaux, on voit des nouveaux acteurs. Alors là, en France, on en voit un par semaine presque, hein, des petits et des gros comme Total. Hein. On voit des clients qui veulent être plus impliqués, qui veulent plus bénéficier d'offres horaires intéressantes. Hein. Et puis, on peut imaginer que les utilities proposent des services à la carte. On voit se développer, EDF a lancé SOWI l'année dernière, on voit se développer un certain nombre d'offres de maisons intelligentes, d'offres de meilleure gestion de son énergie. Ensuite, la finance. Les finances des utilities européennes sont difficiles. Sont difficiles parce que les prix ont été bas, parce que ce marché est chaotique, parce que la concurrence s'est introduite, hein, et parce que les grosses utilities, je dirais, historiques, forcément pour elles, c'est plus difficile de se réformer, plus difficile de mettre en place rapidement tout ce que les nouvelles technologies peuvent leur apporter. Donc, qu'est-ce qu'on recommande? C'est d'accélérer leur plan de transformation. Ils ont tous des plans de transformation. Peut-être aussi d'adapter leurs ambitions. Quand on a moins d'argent, on dépense moins. C'est le bon sens. Des grosses utilities ont gardé beaucoup d'ambition. Donc, est-ce qu'il ne faut pas réduire pour passer une phase difficile, une phase financière difficile? Et aussi, bien sûr, réfléchir à la transformation de leur business et au changement interne dans ces entreprises. Les utilities allemandes se sont coupées en deux de manière différente, mais enfin similaire malgré tout. Une partie, je dirais, traditionnelle et une partie plus régulée et énergie renouvelable. Il semble que les deux morceaux, en tout cas au premier semestre 2017, aient eu des résultats conformes à ce qu'ils avaient prévu, donc ça c'est plutôt bien. Il est aussi intéressant de voir que Uniper, qui est la partie de Ion qu'on appelait en plaisanterie IOF, c'est la partie des productions traditionnelles, hein, charbon, gaz, etc., eh bien, intéresse d'autres utilities comme Fortium. Donc peut-être qu'il y a un raisonnement qui consiste à dire on a fermé déjà beaucoup d'installations, on va avoir besoin, malgré tout, pour la stabilité des réseaux, de refaire appel à ce type de production qui est programmable et qui n'est pas intermittent. Voilà. Alors ensuite, la digitalisation. C'est sûr que la digitalisation a commencé, je dirais, on a beaucoup parlé de smart grid, hein, c'était le début, je dirais, dans les utilities du côté digital. On voit maintenant vers la digitalisation des offres vers les clients et puis de manière intéressante aussi la digitalisation des usines de production, des centrales de production, où là, on peut faire des gains très significatifs. Alors, comment accélérer ça? D'abord, on a parlé des freins, donc on a parlé des différents freins en termes notamment de compétences, en termes d'attaques, de cyberattaques. Il faut aussi
que les utilities s'ouvrent, il y en a qui le font, hein, toutes le font, mais avec une accélération différente, vers une manière plus ouverte, plus innovative de travailler. Ce qu'on appelle les POC, les projets à courte, je dirais, durée de vie qui permettent d'expérimenter une idée rapidement et éventuellement de la mettre en œuvre. Donc on n'essaye pas de faire le projet parfait mais qui va durer 3 ans, on essaye de faire quelque chose en 2 mois qui n'est pas parfait mais qui commence à donner une idée, donner une impulsion. Là, on parle beaucoup de données, aujourd'hui on dit la donnée c'est l'or. Oui, d'abord la donnée exploitable et je dirais organisée, mais c'est pas ça, c'est l'utilisation des données qui va être le sujet. Pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire de ces données? Quelle intelligence artificielle va-t-on appliquer sur ces données? Donc, je pense qu'il y a un cran de réflexion qui va continuer sur ce sujet. On n'est pas encore, la donnée n'est pas en soi. Il faut voir l'exploitation d'abord si elle est possible, l'exploitation de la donnée, et qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Voilà, on a terminé. Le rapport est disponible online, donc sur le site de Capgemini, et je vous encourage à le regarder. C'est un document assez impressionnant.